Bonjour, bravo d'être là malgré le temps frais tôt le matin. Donc je vais vous parler des JAK inhibiteurs, pas forcément nécessairement un traitement que vous utilisez tous les jours, mais conceptuellement intéressant. J'ai appelé ça de façon un peu provocatrice l'essor et le déclin. Je mettrai un point d'interrogation sur déclin, vous verrez, des JAK inhibiteurs. Juste signaler des conflits d'intérêts. J'ai eu des bourses de recherche de différentes entreprises, entre autres de fabricants de JAK inhibiteurs, mais de plusieurs. J'espère que ça se neutralise un peu. Je vais vous parler un peu de contexte général, de pharmacoéconomie au départ, pour ensuite vous montrer des résultats d'une grande étude de sécurité qui s'appelle Oral Surveillance. Je vais essayer d'élargir un peu sur d'autres types de données de sécurité et puis on va conclure. Donc comme vous savez, on assiste à une hausse des coûts des médicaments. Actuellement, depuis 2024, le prix des médicaments est le premier chapitre ou le premier coût de l'assurance de base, au-delà des hôpitaux, au-delà des médecins. Ça représente 9 milliards en 2023 de dépenses pour l'assurance de base et c'est en augmentation de 50% depuis environ 10 ans, surtout dû aux nouvelles thérapies ou à une augmentation des ventes de principalement nouveaux traitements chers. À Genève, juste pour la petite histoire, on consomme par tête d'habitant environ 50% de plus de dépenses médicinales, pas seulement de docteurs et d'hôpitaux, mais également de médicaments qu'ailleurs dans d'autres cantons suisses. Si on regarde un peu plus en détail, quels sont les grands groupes thérapeutiques qui coûtent le plus cher, vous trouvez en numéro 1 les immunosuppresseurs, loin devant, ou en tout cas plus de 100 millions avant les traitements contre le cancer. Donc c'est c'est le premier chapitre en termes de dépenses en Suisse. Vous voyez à peu près 10 000 francs par patient qui reçoit ces traitements. Et en troisième position, vous avez les médicaments contre le diabète. Et si on agrandit encore plus et qu'on regarde maintenant par substance, où j'ai un petit peu triché, élargi en mécanisme d'action, vous avez un tout premier, en 2022, ici les anti-TNF. Je les ai regroupés, c'est tous des anticorps monoclonaux d'anti-TNF plus etanercept. Ça représente environ 13 000 francs suisses par patient par année, suivi par le pembrolizumab, donc une immunothérapie anticancéreuse, en deuxième position, puis par, j'espère prononcer ça juste, aflibercept, 150 millions, donc un traitement pour la dégénérescence maculaire ou certains types de cancers. Les JAK inhibiteurs dont on va parler, je ne connais pas les dépenses totales pour le système suisse, mais c'est de l'ordre de 16 à 17 000 francs par utilisateur par année. Alors, quelle est l'idée du JAK inhibiteur? Ce qu'on a fait en rhumatologie, mais dans beaucoup d'autres domaines, c'est qu'on a développé des anti-cytokines, anti-TNF, anti-L6, etc. Cytokine qui est représentée là par le petit boule rouge. Je vais prendre ça. Et donc, on a développé des anticorps contre la cytokine ou contre le récepteur pour bloquer une voie de communication, comme je dis à mes patients, et empêcher les cellules effectrices de faire leur job. Là, l'idée est différente, c'est qu'on veut empêcher la transduction du signal, mais en intracellulaire, en bloquant ici la transduction, par exemple par inhibition du JAK. Donc c'est une voie de transduction du signal qui passe par cette kinase qui va phosphoryler une autre substance qui s'appelle le STAT et qui va ensuite activer un gène au niveau nucléaire. Donc c'est une molécule intracellulaire qui sera moins spécifique, mais qui a le grand avantage de pouvoir se prendre par la bouche et ne pas nécessiter d'injectables, de perfusion ou d'autres désagréments. Il y en a 4 de ces JAK, JAK 1, JAK 2, JAK 3, TYK2. C'est pas complet ici la liste, mais elle travaille en intracellulaire pour la réception de différents récepteurs, des récepteurs d'hormones comme l'érythropoïétine, comme certaines hormones de croissance, en hématologie en particulier, et toute une série de cytokines.
vous voyez tout de suite que inhiber un de ces JAK inhibiteurs sera beaucoup moins ciblé, moins spécifique que bloquer une cytokine, puisque vous voyez par exemple le JAK1, il est présent sur plusieurs de ces cytokines, plusieurs de ces récepteurs de cytokines, donc un effet moins ciblé, plus large. Et vous allez peut-être me demander pourquoi JAK, c'est Janus kinase. Janus parce que, j'avais mis un dessin sur, bon, pas grave, il travaille par paire, et le dieu grec, Janus, c'est ce visage des deux côtés, donc l'idée de paire. Alors on a développé au cours de ces 10 dernières années ou 15 dernières années différents inhibiteurs de JAK qui ont différentes spécificités sur différents JAK. Alors vous avez les JAK1, ici upadacitinib, filgotinib, qui vont avoir un certain nombre d'effets downstream. Dans des souris knockout pour JAK1, vous déclenchez des immunosuppressions sévères, ou des JAK, on appelle parfois des pan-JAK, comme le tofacitinib qui inhibe le JAK1, JAK2 et JAK3, baricitinib, ruxolitinib, JAK1, JAK2, etc. Ils vont avoir, en tout cas en théorie, des effets secondaires différents selon la série de cytokines ou éventuellement d'hormones qui vont inhiber. Alors, est-ce que ça marche? C'est que la première question. Je ne vais pas vous passer toutes les études, il y en a des centaines d'études randomisées, mais juste un exemple ici sur la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez sur l'axe des X l'activité de la maladie, le DAS28. Les patients sont randomisés soit pour recevoir un anti-TNF en bleu, soit en rouge, ici le baricitinib, un des JAK inhibiteurs. Et ce que vous voyez, c'est que les deux agissent relativement vite, le JAK inhibiteur certainement plus rapidement, alors que dans un tiers des cas, il est même donné en monothérapie, il n'a plus de méthotrexate, et que globalement, l'effet est légèrement supérieur à un anti-TNF, ce qui, compte tenu du marché des anti-TNF, est certainement intéressant pour un traitement qui est oral et non plus injectable. Une autre indication, ici l'arthrite psoriasique, un autre JAK inhibiteur qui s'appelle upadacitinib. Le placebo en gris, peu d'effet. Ici, c'est le nombre de patients répondeurs sur un outcome qui s'appelle l'ACR70. Vous voyez en violet ici l'anti-TNF et tout en haut les deux inhibiteurs du JAK. Donc clairement un effet relativement rapide et équivalent ou supérieur à un anti-TNF, ce qui explique certainement leur succès et certainement un marketing relativement efficace. Ici, un travail qu'on a fait local sur l'utilisation des JAK inhibiteurs. 100% ici, c'est l'utilisation des thérapies de deuxième ligne en Europe. Et vous voyez qu'en gros, à partir de 2018, on voit apparaître les JAK inhibiteurs là en rose et leur succès se fait au détriment des anti-TNF puisqu'on voit diminuer la part de marché des anti-TNF. Ça, c'est les données suisses avec les différentes indications, parce que ça n'est pas utilisé qu'en rhumatologie, bien sûr. Vous avez, désolé, c'est en allemand, je ne vais pas trouver en français. Vous avez ici les indications hématologiques en rouge, en vert, c'est les indications rhumatologiques, mais il y a des indications dermatologiques, par exemple pour la dermatite atopique, immunologique, gastro-intestinale, comme la colite ulcéreuse. C'est surtout en rhumatologie quand même que ce traitement a eu beaucoup de succès. Vous voyez ici la croissance continue de cette classe thérapeutique depuis 10 ans. Puis arrive, le titre c'était l'essor et le déclin, point d'interrogation, une alerte, en fait c'est la suite et la dernière des alertes pour les inhibiteurs des JAK, toute une série, parce que nos autorités fédérales de santé ont estimé que potentiellement c'est un effet de classe, avec ici une alarme pour un risque accru de tumeurs malignes, d'événements cardiovasculaires graves, MACE, d'infections, de thrombose et de mortalité globale. Ça suit toute une autre série d'alertes au cours des 5 dernières années. Vous voyez, en 2019, d'abord une alerte sur les embolies pulmonaires à des doses élevées. La dose élevée de tofacitinib ici a été retirée du marché, interdite. Puis en 2021, des alertes pour des tumeurs malignes, des événements cardiovasculaires graves. Et puis en 2023, finalement, une restriction de leur usage, que je montrerai tout à l'heure. Est-ce que ça a freiné l'utilisation
JAK inhibiteurs, et là c'est peut-être un peu troublant, ou montre peut-être aussi le succès du marketing des entreprises. Ici en noir, vous avez l'utilisation des JAK inhibiteurs en Suisse. Vous voyez les différentes alertes avec les dates. Ça n'a pas l'air d'avoir eu un impact phénoménal sur la croissance des prescriptions des JAK inhibiteurs. Un petit peu des changements du type de JAK utilisé, puisqu'on voit que le tofacitinib diminue, mais sont compensés par d'autres JAK inhibiteurs qui se vendent davantage. Et les analystes financiers prévoient, donc actuellement, on va dire 2025, actuellement on est à 25 milliards de dollars de vente de JAK inhibiteurs. On prévoit que d'ici 5 ans, on sera à 50 milliards de dollars de vente de JAK inhibiteurs. On verra si ça se réalise de cette façon. Et juste pour vous montrer comme l'impact que ça a eu, ces études de sécurité. Je me souviens très bien quand cette étude est sortie, puisque un ami analyste me disait, tiens, le cours de Pfizer, d'Abvi, d'Eli Lilly est tombé de 10% en un jour, et puis il y a une autre alerte, et rebelote encore moins 10%, ça récupère, mais ça a eu un impact financier, en tout cas sur les bourses majeures, puisque les analystes regardent ce genre de données et font leurs propres conclusions. Pourquoi ça a baissé également sur des fabricants de d'autres substances, d'autres JAK inhibiteurs, parce que je pense que les analystes financiers ont compris très tôt que ça allait affecter non seulement les ventes de tofacitinib, mais potentiellement de tous les JAK inhibiteurs. Je vous montre un peu en détail cette étude. Donc, c'était une étude qui a été demandée, exigée par les autorités sanitaires américaines, la FDA, qui voulait une étude de sécurité dans les populations à risque. Donc, les critères d'inclusion, c'était des gens de plus de 50 ans qui avaient au moins un facteur de risque cardiovasculaire classique. Ils devaient avoir échoué à un traitement conventionnel de type méthotrexate. Ils pouvaient avoir des antécédents de tumeurs. Ils étaient randomisés en 3 bras, tofacitinib 5 mg 2 fois par jour, 10 mg 2 fois par jour, forte dose, ou un anti-TNF plus méthotrexate. L'étude devait inclure 1500 patients sur au moins 3 ans, ça a été 5 ans au final. Ils devaient avoir au moins ou plus de 100 événements cardiovasculaires graves ou 140 tumeurs. Donc, les deux outcomes d'intérêt principal étaient sécurité cardiovasculaire et tumeur. Je vous montre quelques éléments des patients inclus. Donc, on voit à peu près 1500 patients dans chaque bras. Donc, un bras tofacitinib 5, un bras tofacitinib 10 qui a été interrompu en cours d'étude à cause d'une analyse intérimaire qui montrait une augmentation des embolies pulmonaires. Donc, ça a été stoppé et ces patients ont été versés dans le bras tofacitinib 5 mg. Vous voyez les patients avec pas mal de facteurs de risque cardiovasculaire, environ 30% de fumeurs, un patient sur 5 qui a diabète, 2 tiers ont une hypertension. Ils sont relativement obèses, c'est une population surtout nord-américaine, 1 tiers de patients européens. C'est intéressant dans les discussions après, c'est des patients européens de l'Est, essentiellement Pologne et Bulgarie. Et aux États-Unis, c'est surtout une population de gens qui ne sont pas assurés, qui de cette façon peuvent bénéficier de ces thérapies de deuxième ligne. Si on n'est pas assuré, c'est juste impayable. Voilà les résultats de l'étude. Ici, vous avez le taux d'incidence des problèmes thromboemboliques. D'abord, c'est la première chose qui a été publiée. Je vais prendre ici à droite l'ensemble des problèmes thromboemboliques. Vous voyez ici tofacitinib 5 mg 0,3, une augmentation du nombre d'événements sous 10 mg, donc un effet de dose, l'effet moyen avec le tofacitinib, et 0,2 par contre pour un anti-TNF, donc une certaine augmentation sous tofacitinib 10 en particulier. Si on regarde maintenant les événements cardiovasculaires majeurs, donc infarctus ou AVC principalement, on peut regarder ici à gauche, cette fois-ci, on voit le même genre de trend avec une augmentation sur la dose plus élevée de tofacitinib. Donc tofacitinib, un des JAK inhibiteurs, peut-être moins marqué avec 0,98 événements par 100 patients année contre 0,70 avec un anti-TNF. Donc une certaine augmentation. Par la suite, il y a eu différentes autres analyses. Alors juste encore
Ce n'est pas significatif, cette augmentation d'événements cardiovasculaires graves, mais ça n'a pas réussi à montrer son équivalence. Vous voyez, vous avez ces études d'équivalence, on doit définir au départ des zones où on estime que les traitements sont équivalents, et on voit que les intervalles de confiance coupent l'augmentation de 80% qui aurait été estimée comme équivalent. Donc on ne peut pas dire que le JAK inhibiteur fait aussi bien en termes de prévention cardiovasculaire que le ferait l'anti-TNF. Il y a eu tout un débat à savoir est-ce que c'est l'anti-TNF qui est protecteur ou le JAK inhibiteur délétère. C'est un débat que je ne saurais pas répondre. Et je voulais juste montrer ici la même chose mais sous une courbe de survie. Vous avez ici en rose l'anti-TNF, croissance lente et régulière des effets secondaires graves, mais elle se voit surtout chez les patients qui ont un antécédent cardiovasculaire, donc qui sont connus pour une artériosclérose ou un autre problème cardiovasculaire, alors que quand il n'y a pas d'antécédent cardiovasculaire, vous voyez qu'on ne voit pas de différence entre les trois groupes. Donc c'est comme un sous-groupe chez qui on observe cet effet. Une autre façon de le représenter, donc voilà à peu près un incidence ratio, un risque relatif autour de 2, quelle que soit la dose. Par contre, si on dichotomise avec l'utilisation de statines, c'est intéressant. Quand les gens ont pris des statines, l'effet était comparable à l'anti-TNF, totalement. Par contre, quand ces gens qui avaient des risques cardiovasculaires mais ne prenaient pas de statines, vous voyez que le risque relatif est autour de 4. Donc c'est intéressant parce que potentiellement il y a une interaction ici où les patients sous JAK inhibiteur ont entre guillemets besoin de la statine pour avoir un risque cardiovasculaire contrôlé, effet qu'on ne voit pas trop avec l'anti-TNF qui semble avoir un effet protecteur inhérent. Si on regarde ici juste les taux de cholestérol, alors quand ils avaient un cholestérol, quand ils avaient une statine de base, vous voyez que le taux de LDL était contenu, même après initiation du JAK inhibiteur, les lignes bleues et vertes. Quand ils n'avaient pas de statine, on voit que les taux de cholestérol montent, les taux de LDL montent, alors que sous anti-TNF, ça reste relativement stable, potentiellement une explication pour ce qui se passe. L'autre outcome primaire, c'était donc le taux de tumeur, donc haut de papier ici. Je vous montre la courbe de survie. La courbe ici va de 100% à 90% et pas à 0. Vous avez en rose ici les anti-TNF et puis en bleu, vert et noir le JAK inhibiteur, le tofacitinib. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 18 mois, pas de différence entre les deux courbes. Mais à partir de 18 mois ou 2 ans, on voit ces lignes qui divergent, qui suggèrent peut-être qu'il y a réellement un effet biologique et que ça prend juste 2 ans avant que cet effet puisse se voir en termes d'incidence de cancer. Ici, le même graphique avec des taux d'incidence. Je vous propose de voir ici le taux d'incidence global et chez les fumeurs, présents ou passés. Et vous voyez que c'est la différence entre le rose ici, l'anti-TNF, et les JAK inhibiteurs se voit surtout chez les fumeurs. Et la première tumeur qu'on a observée comme étant augmentée, c'est les tumeurs de poumon. Voilà, donc on comprend pourquoi la bourse a réagi. C'est quand même des effets assez francs. Et ça a mis du temps, mais on est arrivé à ces black box warnings dans tous les pays. Ça, c'est celle de Swissmedic qui a restreint l'utilisation des JAK inhibiteurs, pas seulement du tofacitinib, mais de tous les JAK inhibiteurs. Il y en a 7, sauf erreur, et pas dans toutes les indications, mais en tout cas les indications rhumatologiques certainement, à des patients qui n'auraient pas d'autres alternatives thérapeutiques. Donc, en clair, qui auraient déjà utilisé un anti-TNF ou un autre anti-cytokine, qui sont âgés de plus de 65 ans, qui fument actuellement ou ont fumé, qui présentent d'autres facteurs de risque cardiovasculaires ou qui ont des facteurs de risque pour des maladies, des tumeurs malignes. Comme assez restreint parce que dans cette population, les patients qui ont fumé par le passé ou qui ont un facteur de risque cardiovasculaire sont quand même, ou qui ont plus de 65 ans, ça représente la vaste majorité de ces patients. Alors ça, c'est toutes les études de cette étude de sécurité demandée par la FDA. Est-ce qu'il y a d'autres résultats?
Et vous imaginez bien qu'il y a eu pas mal d'autres analyses de données observationnelles. Il y en a eu beaucoup. Je vais vous focaliser sur une analyse qu'on a fait ici à Genève, qu'on appelle la JACPOT, la collaboration JACPOT, JAK, inhibiteur POT, le pot, parce qu'on a combiné une vingtaine de registres, surtout européens, quelques Russes et quelques Canadiens et quelques Israéliens en plus, ou des Turcs, mais le 90% sont des patients européens. Alors, je vous montre ici d'abord les MACE, les événements cardiovasculaires. Ça, c'est la table 1, elle est valable pour tout ce que je vais vous montrer. Il y a environ 50 000 patients suivis pendant 1 à 2 ans, ou plus longtemps, mais en moyenne 1 à 2 ans. Donc 12 000 patients sous JAK inhibiteur, 22 sous anti-TNF, et ça, il n'y avait pas dans l'étude oral surveillance, d'autres biothérapies. Vous voyez que c'est des patients qui ont une PR, c'est surtout polyarthrite rhumatoïde, des pathologies qui durent depuis au moins 10 ans, ils ont 57 ans en moyenne. Je vous montre ici le résultat sur les événements cardiovasculaires et, surprise, on ne retrouve pas du tout l'effet découvert dans oral surveillance. On peut discuter après pourquoi. En gris, ici, vous avez l'anti-TNF, c'est la ligne référence, le 1. Les autres biothérapies, pas d'effet. Et le JAK inhibiteur, en tout cas, pas de différence significative en termes de MACE, d'événements cardiovasculaires indésirables graves, par rapport à ces biothérapies. Et si on regarde les événements séparément, on ne voit pas de choses qui sortent, si ce n'est peut-être, ici, PE, c'est embolie pulmonaire. Quelque chose qu'on a vu dès le début, en fait, c'est qu'il y a plus d'événements thromboemboliques, en particulier d'embolie pulmonaire. Ce n'est pas significatif, mais enfin, il y a un trend assez net qu'on retrouve d'ailleurs si on restreint cette population de 50 000 patients à des gens qui ressemblent à l'étude oral surveillance, donc des gens de plus de 50 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Toujours, on a l'impression d'avoir une augmentation d'embolie pulmonaire, même s'il n'est pas significative. Qu'en est-il des tumeurs malignes? C'est quelque chose qui n'est pas encore publié, mais va être présenté au Congrès européen. Donc ici, on a l'ensemble de la population, les mêmes 50 000 patients, en gros, en gris, toujours l'anti-TNF. Vous voyez qu'en vert, ici, c'est les autres biothérapies, c'est surtout rituximab, anti-L6, pas d'effet différent en termes de cancer. Et là non plus, il y a peut-être une augmentation, mais certainement pas significative pour les JAK inhibiteurs. Si on regarde juste les mélanomes, sont souvent analysés séparément parce qu'il s'agit de tumeurs plus dépendant de l'immunité. Et en tout cas, dans certaines études, on avait montré que potentiellement les immunosuppresseurs augmentent les mélanomes. Pas d'effet non plus. Quand on prend la population à haut risque, on ne retrouve pas plus d'effets. Pour vous montrer que ce n'est pas juste une analyse chez nous, là je vous montre ici une sorte de méta-analyse d'études observationnelles nord-américaines. C'est des données administratives pour l'essentiel. Vous voyez qu'ils ne retrouvent pas non plus d'augmentation du risque cardiovasculaire, du risque, excusez-moi, de cancer. Dernière chose, les infections graves faisaient partie de l'alarme. Toujours dans JACPOT, on retrouve ici l'anti-TNF qui fait le 1. On voit une augmentation significative avec les autres biothérapies antirhumatismales, rituximab, anti-L6. Peut-être un trend, mais ce n'est pas significatif avec les JAK inhibiteurs. Et quand on sort le zona, l'effet est minime. Par contre, on retrouve l'augmentation du risque de zona. C'est quelque chose qui est connu depuis les premières études, avec un risque entre 2 et 3 fois plus de zona, parfois sévère, sous JAK inhibiteurs. Ça, c'est un effet secondaire qui était connu dès les études Princeps. Alors, qu'en est-il de l'utilisation? Le titre, c'était l'essor et le déclin. Pas beaucoup de déclin. Ici, c'est les données européennes. Vous voyez qu'on voit une augmentation progressive du pourcent de patients qui sont traités par JAK inhibiteurs. Ça, c'est au niveau européen. Une petite inclinaison, peut-être un ralentissement en 2019 avec la sortie des premiers résultats de oral surveillance. Et là, on a l'impression que la courbe s'aplatit, mais certainement pas de déclin de l'utilisation du JAK inhibiteur.
environ un patient sur 5 qui a besoin de thérapie de deuxième ligne dans la polyarthrite rhumatoïde sont toujours traités avec JAK inhibiteur actuellement. Donc, conclusion, ces JAK inhibiteurs sont une nouvelle classe thérapeutique intéressante dans beaucoup d'indications, beaucoup utilisée dans la rhumatologie. Ils marchent bien, ils sont efficaces, ils marchent vite et ils ont eu un succès commercial absolument indéniable. Il y a eu une seule grande étude de sécurité qui a donc démontré une augmentation du risque d'infection, en particulier de zona, par rapport à d'autres thérapies utilisées, d'événements cardiovasculaires graves, de complications thromboemboliques, en particulier d'embolie pulmonaire, de cancer et de mortalité globale. Les études observationnelles n'ont en général pas permis de retrouver exactement les mêmes signaux. On retrouve cette augmentation du zona, on retrouve le risque accru de certains événements thromboemboliques, mais on ne retrouve pas le risque accru de complications cardiovasculaires, dont plus ou moins aucune des études d'observation, il y en a eu des dizaines, ni le signal pour le cancer. Et là, il y a des discussions entre spécialistes, mais qui sont conceptuellement intéressantes, je trouve. Pourquoi cette discrépance entre les études randomisées oral surveillance versus les études observationnelles? Est-ce que c'est des biais de sélection? Vous avez parlé tout à l'heure de la population très particulière qui est inclue dans l'étude randomisée en question. Est-ce que c'est des comorbidités qui semblent être mieux traitées dans les patients qu'on suit dans les registres? Est-ce que patients européens versus nord-américains, enfin, il y a toutes sortes de théories, peut-être de données manquantes. Est-ce que le rhumatologue mesure toujours très bien les cancers incidents et autres? Et d'autres études prospectives sont en cours. On attend l'année prochaine une étude sur le baricitinib pour déterminer si c'est un effet de classe ou si c'est un effet propre à la molécule de tofacitinib. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.